Renaud, formateur au CAFOC et aussi formateur intervenant ici à Nancy Formation Université. Moi, je trouve très intéressant le cheminement qu'on vient de suivre avec l'aide de Mohamed Ennat, parce que avec Mohamed, on avait une entrée qui était très large, hein, l'engagement en formation, y compris pour des salariés. Donc, avec l'intervention de Nassira, là, on est sur un cas déjà plus particulier. On se rapproche de la question des savoirs de base et de ces fameux publics pour lesquels l'engagement en formation est le plus difficile à réussir. Seulement, il me semble que par rapport à la conclusion relativement optimiste que Nassira vient de donner, c'est-à-dire que là, vous avez étudié des gens qui ont réussi à faire le pas, à faire le saut. Or, la question qui était justement rappelée par la collègue mission locale, c'est tous ceux qui pourraient bien faire le pas, sauf que justement, ils ne le font pas. Ils ou elles ne le font pas. Alors, je trouve qu'il y a quelque chose qui complique aujourd'hui la situation, justement, pour tous ceux-là qui ne font pas le pas de l'engagement. C'est que souvent, en plus de l'expérience scolaire qui a été très bien ici caractérisée, et ça, on sait bien que quand on travaille avec des adultes, on hérite toujours de ce poids, en général plus négatif hein, que positif de l'expérience scolaire. Mais en plus, il y a l'expérience de tous les circuits dits d'insertion par lesquels les gens ont souvent continué ce qui est pour eux finalement toujours la même galère, hein, brinque-ballé d'un dispositif à un autre, d'un bilan à une autre forme de bilan. Donc ça déjà je pense que c'est quelque chose qui nous oblige à regarder à travers les parcours d'une façon plus large que la seule expérience scolaire. Et puis l'autre facteur pénalisant avec lequel il faut compter, et donc il faut aussi travailler, c'est que non seulement le savoir en tant que tel est souvent décrédibilisé, mais en plus, celui qui est chargé de le transmettre, donc le formateur, ne parlons plus de l'enseignant, mais le formateur, est lui-même aussi souvent décrédibilisé par le fait que, et ça Mohamed en a bien parlé, le statut qu'il occupe, oui, le statut qu'occupe le formateur est un statut qui est lui-même souvent délégitimé par rapport à la stratégie identitaire de la personne elle-même. Voilà. Avec mes excuses pour mon retard, je trouve que j'aurais envie de vous entendre dialoguer l'un et l'autre sur cette question-là. Alors, juste peut-être pour revenir, tout à l'heure il y avait une question qui me semble-t-il tournait autour de la prescription. Moi il me semble qu'il y a au regard, là je parle simplement de mon expérience, hein, là je mettrai en avant davantage mon expérience en tant que formatrice initialement, il me semble que l'engagement en formation, du moins la mobilisation sur la formation est différent dans la mesure où la formation est prescrite par la mission locale, l'ANP, enfin Pôle emploi depuis, et que l'individu qui va s'engager en formation, le type d'engagement sera différent en fonction de la situation dans laquelle, comment dirais-je, la source alors je reviens. L'individu va s'engager en formation que si et seulement si la formation, à mon sens, vient de lui-même. En revanche, la mobilisation sera autre si la formation est prescrite par un partenaire externe. Autrement dit, par la mission locale, Pôle emploi, ou je ne sais quoi encore. Peut-être deux ou trois petites réflexions. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce que tu as présenté. Et je crois que ce que je retiens de façon forte, c'est c'est le lien que tu as établi, en tout cas qu'on sent dans ce que tu as dit, entre la théorie du sujet et le rapport au savoir. Je crois que c'est vraiment important. C'est-à-dire tout se passe comme si le rapport au savoir est tributaire de la conception qu'a le sujet de lui-même. Donc ça c'est... Et là on le voit, et ça on le trouve même en psychosociologie, il y a des gens qui raisonnent en termes de ce qu'on appelle le locus de contrôle, interne-externe. Voilà, donc là, le locus de contrôle externe
généralement, c'est des personnes qui sont dans des situations fragilisées ou bien populaires, voilà, et donc qui attribuent ce qui leur arrive à l'extérieur, l'institution, le capitalisme, les formateurs. Donc voilà, il y a une forme d'externalisation de la raison de ce qui m'arrive. Alors que des personnes dites de haut niveau, ou venant de milieu bourgeois ou autre chose, l'explication qu'ils donnent souvent, c'est si je ne réussis pas, c'est à cause de moi-même. Si je réussis, c'est moi-même. Je ne sais pas si vous voyez. Et tout se passe comme si, en tout cas, quand on fait le lien entre les éléments de discours, donc les interviews, et le rapport au savoir, il y a ça. C'est-à-dire, ben, je ne peux pas réussir, c'est l'autre qui doit. C'est la transfusion, voilà, l'absorption. C'est comme si le savoir doit me venir de l'extérieur. Alors que chez d'autres qui ont fait le pas et qui ont peut-être pris conscience de leur capacité et de leur force, ils disent, eh ben, c'est moi qui dois aller, c'est moi qui dois chercher, c'est moi qui dois apprendre. Donc il y a, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ça dans ce que tu as dit, et je trouve qu'il y a ce lien entre, non pas la théorie du sujet chez le chercheur, mais la théorie du sujet chez le sujet lui-même. Hein, je ne sais pas comment il... Et je trouve que c'était vraiment une illustration très forte dans ce que tu as dit par rapport à ça. Alors, deuxième chose, comment dire, parce qu'on est là, c'est bien aussi de réfléchir et de faire bousculer. Par exemple, la question, pourquoi ils ne viennent pas de tous les gens non demandeurs? Moi, j'aurais tendance à dire, pourquoi on n'arrive pas, on ne réussit pas à les faire venir. Déjà, ça change un petit peu la question. Et deuxièmement, peut-être, qu'est-ce qui, dans nos institutions, dans notre offre de formation, ne résonne pas chez eux ou ne constitue pas suffisamment de résonance pour qu'ils puissent se constituer en tant que demandeurs de formation. Et donc, du coup, là, vraiment, déjà, c'est un déplacement. Je ne sais pas si vous voyez, en termes de réflexion, parce que c'est... y aller quelque part, ça nécessite une résonance. Voilà. Et s'il n'y a pas de résonance, alors je peux me poser la question, soit en disant pourquoi il ne vient pas, ou bien je me pose la question, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas pu mettre en place des choses qui prennent en considération un certain élément ou qui résonnent chez l'autre. Et donc du coup, ça change un petit peu la chose. Donc pour le dire autrement, peut-être la non-demande de formation est une demande de formation d'une autre nature. Et c'est à nous de décrypter cette non-demande qui, au fond, c'est une demande, mais d'autre chose. Alors ça, c'est une première chose. Et comme vous êtes au CAFO, vous êtes bien placé pour ça. Non, mais c'est vrai, c'est que peut-être on a tellement mystifié la solution formation que tout devient la formation devient la solution à tout, que les gens ne sont pas dupes. Ils voient dans leur pratique que la formation n'est pour rien par rapport à leurs problèmes. Et peut-être que le problème nécessite une autre chose, changer les organisations, changer le management, changer le rapport à soi. Oui, et donc du coup, ça pose autrement la question. Changer la formation. Changer la formation, effectivement. Et donc du coup, ça... Moi, je suis vraiment pour les déplacements des questions. Parce que si on ne les pose que dans un sens, on risque de se conforter dans les allants en soi et on ne progresse pas. Et par moment, le fait... Alors, c'est la raison pour laquelle il faut faire la différence entre donner raison à quelqu'un et comprendre sa raison. Cela ne veut pas dire qu'on donne raison à quelqu'un qui ne demande pas de formation. Mais j'essaye de comprendre la raison qu'il y a derrière. Et c'est une nuance de taille. Donner raison, comprendre la raison. Je ne sais pas si vous voyez la chose. Voilà, donc c'était une façon de... Une dernière question, et puis après on fera une petite pause avant l'intervention suivante. Donc Maëlle Loquet, du LISEC. Bienvenue. Comment dire, je voulais vous poser la question de savoir comment est-ce que vous aviez défini adulte en situation d'illettrisme, dans la mesure où il me semble que du coup dans votre définition, vous définissez ce public-là non pas par rapport à des caractéristiques, puisque vous dites qu'ils
version café, etc. Enfin, il y a tout un listing comme ça, très divers. Du coup, les parcours sont très diversifiés, mais plutôt sont définis par rapport à l'institution dans laquelle ils viennent, l'institution de formation, qui les définit comme telle, quoi, en fait. Alors, ce n'est pas l'institution, ce n'est pas l'institution qui les a définis comme telles. Quand on travaille dans un organisme de formation, en général, on définit les publics en situation d'illettrisme en fonction d'un certain nombre de critères. J'ai pris simplement, je me suis référée à la définition qui, à l'époque, avait été donnée par le GPLI, qui considère en situation d'illettrisme tout adulte sorti du système scolaire. Que je la reprenne. Donc, sont considérés comme relevant d'une situation d'illettrisme les personnes de plus de 16 ans qui ont été scolarisées mais qui ne maîtrisent pas suffisamment l'écrit pour faire face aux exigences minimales requises à leur vie professionnelle, sociale, culturelle et personnelle. Donc, ce sont des personnes qui sont sorties du système scolaire et qui ont mal ou peu acquis les fondamentaux. Voilà. Et depuis, d'autres définitions seront données, probablement par Elie tout à l'heure, mais voilà, je me suis référée à cette définition en m'attachant vraiment à interroger des personnes qui ont eu une scolarité en langue française. Ça m'a semblé important.